Pour mon 45e anniversaire, je suis entré et j'ai vu notre table d'honneur remplacée. 8 places étaient occupées par la famille de mon mari tandis que mes parents restaient debout. Sa sœur a ricané, ils ont l'air si pitoyables, je savais qu'il était pauvre. Il a ri. Alors j'ai fait une annonce qui l'a ruiné instantanément. Pour mon anniversaire, je suis entré et j'ai vu mon mari humilier ma famille. J'ai tout arrêté instantanément. Il y a un marque-place en ivoire sur ma table de chevet avec des lettres cursives dorées qui épellent Famille Croft. Il est froissé. Je veux dire, vraiment froissé, comme si j'avais essayé de le faire disparaître dans mon propre poing. L'or s'écaille un peu plus chaque fois que je le prends, ce que je fais plus souvent que je ne le devrais probablement. Il est posé là depuis 11 jours maintenant, coincé entre une bouteille de mélatonine à moitié vide et un livre de bibliothèque que j'ai emprunté en février et que je fais semblant de vouloir lire. Ce marque-place m'a coûté un mariage de 19 ans, une maison que j'aimais et environ 47 points sur ma cote de crédit. Il m'a aussi rendu mes parents, ma santé mentale et la capacité de dormir au-delà de 4 heures du matin sans avoir la mâchoire si serrée que je pourrais casser une noix. Mais j'anticipe. Ma mère, Diane Nova, 68 ans, 4 pieds 11 pouces dans ses bons jours, travaille à temps partiel dans un magasin de tissus à cœur d'haleine. C'est le genre de femme qui repasse ses thés d'oreiller et envoie des cartes d'anniversaire qui arrivent exactement le jour même, pas un jour avant, pas un jour après. Je ne sais pas comment elle fait. J'utilise la même boîte d'enveloppes depuis 2019, et je suis presque sûr que la moitié d'entre elles se sont scellées toutes seules, fermées par l'humidité du placard de mon couloir. Mon père, Franck, a pris sa retraite des services postaux après 32 ans. Étage 5 mois avant mon anniversaire, il a subi une opération de remplacement du genou. Il marchait à nouveau lentement avec cette boiterie prudente d'un homme qui avait passé 3 décennies sur ses pieds à livrer le courrier pendant les hivers du nord de l'Idaho et qui n'allait pas laisser une articulation en titane le ralentir. Il a apporté une canne à ma fête, une canne en bois qu'il a sculptée lui-même dans un morceau de bouleau. Je mentionne cela parce que c'est important pour la suite. J'ai épousé Gareth Croft quand j'avais 26 ans. Il en avait 28, vendait des matériaux de construction pour un distributeur régional appelé Columbia Building Supply, et avait ce don de vous faire sentir comme la seule personne dans la pièce. Je sais comment cela sonne maintenant. À l'époque, cela ressemblait à de l'amour. Il s'avère que ce n'était qu'une bonne technique de vente. 19 ans. Je travaillais comme analyste principal des réclamations chez Pacific Northwest Mutual. L'assurance, le genre ennuyeux. Le genre où vous passez votre mardi à lire un rapport de dégâts d'eau de 14 pages et d'une certaine manière, c'est toute votre vie. Je gagnais 74 200 $ par an. Et je vous donne ce chiffre pour une raison. Gardez-le en tête. Gareth gagnait 61 800 $. Il a dit à sa famille qu'il gagnait plus de 100 000 $ avec les primes. Il n'y avait pas de primes. Il y avait juste Gareth disant tout ce qui le mettait en valeur et moi payant l'hypothèque à temps chaque mois sans même penser à me demander pourquoi il n'avait jamais proposé de me montrer ses fiches de paie. 19 ans. J'aurais dû demander. Je ne l'ai pas fait. C'est ma faute et je le sais. Cette semaine avant mon 45e anniversaire, je cherchais un manomètre pour les pneus dans la boîte à gants de Gareth, car bien sûr, il est le genre d'homme qui a 3 manomètres et aucun d'entre eux ne fonctionne, et j'ai trouvé un relevé plié de la Columbia Credit Union. Pas notre banque. Notre banque est bannée. Je ne savais même pas qu'il avait un compte à la Columbia Credit Union. Je l'ai ouvert juste là dans l'allée avec le moteur qui tournait encore. Marge de crédit hypothécaire, 82 000 $ à 8,7% variable sur notre maison. La maison que nous avions achetée pour 224 000 $ il y a 14 ans. La maison pour laquelle je faisais des paiements doubles depuis les 4 dernières années, essayant de constituer un capital. Paiement automatique mensuel, 714 $ depuis un numéro de compte que je n'avais jamais vu. Mes mains tremblaient si fort que le papier faisait le bruit de quelqu'un qui froisse un sac en papier. Je suis resté assise là dans son camion pendant peut-être 15 minutes. Le moteur tournait encore. Le voyant d'essence était allumé parce que bien sûr le réservoir était vide. Cet homme n'a jamais rempli un réservoir d'essence au-delà de la moitié de toute sa vie. 82 000 $ sur notre maison. Et je n'en avais aucune idée. Le lendemain matin, pendant que Gareth était au travail, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait en 19 ans de mariage. J'ai fouillé dans son bureau. Pas le joli bureau du salon,
celui que nous avons acheté dans un magasin de meubles à Post-Falls qu'il utilise pour empiler des catalogues et de vieux exemplaires de Field & Stream. L'autre, celui du garage, coincé entre le congélateur horizontal et une étagère pleine de pots de peinture de couleur que nous n'avons plus sur nos murs depuis 2016. Ce bureau avait un tiroir fermé à clé. La clé était dans sa boîte à pêche, ce qui vous dit tout ce que vous devez savoir sur le sérieux avec lequel Gareth prenait la sécurité. Cachez la clé, mais la cacher au premier endroit où toute épouse qui a déjà fait les bagages pour un voyage de pêche regarderait. À l'intérieur, un dossier manille, et dans ce dossier, la demande complète de marge de crédit hypothécaire. 2 signatures en bas, Gareth Croft et Tegan Croft. J'ai fixé mon nom, ma signature. Sauf que ce n'était pas la mienne. Le T était faux. Je boucle mes T. Je l'ai toujours fait. Depuis les exercices d'écriture de Madame Panfield en 5e année. Ce T était droit, net, écrit par quelqu'un qui connaissait mon nom, mais qui ne m'avait jamais vu le signer 1000 fois sur des formulaires d'assurance. Gareth avait falsifié ma signature sur un prêt de $82 000 sur notre maison. Je me suis assise sur le sol du garage, directement sur le béton froid, les jambes croisées comme un enfant à une assemblée scolaire, et j'ai lu chaque page de cette demande. J'ai lu à qui les fonds avaient été versés. Et quand j'ai vu le nom, j'ai ri. Pas un rire amusé, le genre de rire qui sort quand votre cerveau se brise un peu. Wade Decker, le mari de Jolene. La totalité des $82 000 est allée financer le restaurant de Wade, un endroit appelé The Reliar Grill qui servait des mini-burgers hors de prix et des macaronis au fromage artisanaux dans un dépôt de marchandises converti sur la rue Division. J'y ai mangé une fois. La poitrine de bœuf était sèche et il facturait $11 pour un accompagnement de salade de choux. Cela a duré 14 mois. 14 mois. $82 000. Cela représente environ $5 857 par mois de fonctionnement provenant uniquement de la marge de crédit de Gareth, sans compter ce que Wade a brûlé d'autres. J'ai fait le calcul parce que c'est ce que vous faites quand vous travaillez dans l'assurance et que toute votre vie est en feu. Vous calculez les dégâts. Et il y avait plus. Sous la demande de marge de crédit, un contrat de location d'équipement co-signé. $15 400 pour de l'équipement de cuisine commerciale, également au nom de Gareth, également sans que je le sache. Une exposition financière totale de $97 400 sur notre maison pour un restaurant qui servait de la poitrine de bœuf sèche et qui a fermé un mardi. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Pourquoi n'avez-vous pas vérifié votre propre crédit? C'est une question juste. Une question que je me suis posée environ 400 fois depuis. La réponse est que je l'ai vérifié. Chaque année, j'ai tiré mon rapport gratuit de annualcreditreport.com comme une adulte responsable, mais les paiements de la marge de crédit étaient à jour, du moins jusqu'à il y a 2 mois. Donc, cela apparaissait simplement comme un compte ouvert en règle. Je l'ai vu. J'ai supposé que c'était notre hypothèque d'origine. Même famille de coopératives de crédit, plage de soldes similaires. Je n'ai pas cliqué plus loin. Je faisais confiance à mon mari. Cette phrase semblait normale autrefois. Maintenant, elle semble juste stupide. Ce que je ne savais pas alors, et c'est la partie qui reste encore coincée dans ma poitrine comme une brique, c'est que Gareth n'avait pas seulement caché l'argent. Il menait une campagne de plusieurs années pour s'assurer que personne ne me croirait si je le découvrais. Thanksgiving, il y a 3 ans. Gareth dit à sa mère que mes parents ne peuvent pas venir parce que papa n'aime pas les grands groupes. Mes parents n'ont jamais été invités. Gareth n'a jamais fait suivre le message de groupe. Je ne l'ai découvert qu'en janvier quand ma mère a mentionné qu'elle espérait qu'il serait inclus cette année. Pas qu'il y a 2 ans. Connie réserve un dîner dans un restaurant à Liberty Lake, à 90 minutes de Coeur d'Alene. Mes parents auraient pu faire le trajet, mais Gareth me dit que c'est seulement pour la famille immédiate. Son oncle et ses 2 cousins étaient là. L'opération du genou de mon père il y a 5 mois. Maman appelle pour dire qu'ils viennent rester avec nous pendant une semaine pour que papa puisse récupérer à proximité de la clinique pour anciens combattants de Spokane. Gareth me prend à part ce soir-là et dit, je n'oublierai jamais ça. Avons-nous vraiment besoin d'eux ici toute la semaine? Ta mère réorganise ma cuisine chaque fois qu'elle vient. Ma mère n'a jamais rien réorganisé. Elle sèche la vaisselle et la remet exactement là où elle l'a trouvée parce qu'elle est Diane Nova et qu'elle a été élevée pour laisser la maison de quelqu'un dans un meilleur état qu'elle ne l'a trouvée. Mais Jolene. Oh, Jolene. Jolene Decker,
dont le mari nous a coûté 97 400 $. Jolene, dont la boutique de bougies Etsy Weekend Vendeur a réalisé un grand total de 2300 $ de bénéfices en 2 ans. Jolene, qui a un jour décrit mes parents à sa cousine comme étant adorables mais, vous savez, simples. C'est Jolene qui a traité mes parents de pauvres à ma fête. Que j'ai payé 4200 $ de mes économies, chaque centime. J'ai décidé de parler à Gareth. Je sais. Stratégie révolutionnaire. Parler à son mari. Innovant. Mais j'avais encore cette lueur d'espoir en forme de prière qu'il y avait peut-être une explication. Peut-être que la marge de crédit était en cours de restructuration. Peut-être que la signature était une sorte de raccourci bancaire. Peut-être que je lisais mal la situation. J'en ai parlé un mercredi soir. Il regardait un match de l'équipe des Mariners. J'ai attendu une pause publicitaire parce que je suis poli comme ça. Je vais te confronter sur la falsification de ma signature et l'emprunt secret de 82 000 $, mais je vais attendre la pause de la 7e manche. Les priorités. Je lui ai posé des questions sur le relevé de la Columbia Credit Union. Il n'a même pas détourné le regard de la télévision au début. Quand je lui ai dit que j'avais vu la marge de crédit de 82 000 $ avec mon nom dessus et une signature qui n'était pas la mienne, il s'est finalement tourné vers moi et ce que j'ai vu sur son visage n'était pas de la culpabilité. C'était du calcul. La même expression que j'avais vue il y a 19 ans quand il travaillait sur un argumentaire de vente, son cerveau passant en revue les options, choisissant le meilleur angle. Il m'a dit que cela avait été restructuré. Il a dit qu'il m'en avait parlé l'année dernière alors que j'étais stressé par l'opération de papa et qu'il ne voulait pas en rajouter. Il a appelé cela un investissement commercial. Il a dit que c'était en train d'être remboursé. Il a dit tout cela si calmement que j'ai senti ma propre certitude commencer à vaciller. C'est le problème quand on vit avec quelqu'un pendant 19 ans. Ils savent exactement quels mots vous feront douter de vous-même. Il n'a pas crié. Il ne s'est pas mis sur la défensive. Il m'a juste regardé comme si j'étais celle qui n'avait pas de sens. Quand j'ai dit que c'était le restaurant de Wade, il a appelé cela un investissement commercial. Quand j'ai fait remarquer que le restaurant avait fermé, il a haussé les épaules et a dit que les entreprises ferment. Quand j'ai dit qu'il avait falsifié ma signature, il a cligné des yeux une seule fois et m'a dit que la banque m'avait dans ses dossiers, que c'était un processus accéléré, que c'était standard et que je cherchais des problèmes parce que j'étais stressé. Je voulais le croire. Que Dieu m'aide. Je voulais vraiment le croire. Pendant environ 45 secondes, je l'ai presque fait, car le croire signifiait que mon mariage était toujours réel, que ma maison était toujours en sécurité et que mon mari ne m'avait pas volé. L'alternative, la vérité, signifiait que tout s'effondrait. Mais ensuite, j'ai reçu une notification sur mon téléphone, une alerte gratuite de surveillance de crédit que j'avais configurée il y a 2 ans et que j'avais principalement ignorée. Mon score avait chuté de 47 points, 2 paiements manqués sur la marge de crédit, passant de 781 à 734. J'ai découvert que ma vie financière s'effondrait à partir d'une application gratuite avec une mascotte de hibou en dessin animé. Voilà où en était mon mariage. Un hibou en dessin animé annonçant de pires nouvelles que mon propre mari ne le ferait jamais. Je lui ai montré l'écran. Il a dit que c'était probablement une erreur de système. C'était mercredi. Jeudi, le silence. Il est allé au travail. Je suis allé au travail. Nous nous sommes croisés dans la cuisine comme des étrangers dans un ascenseur. Vendredi, Gareth a appelé sa mère. Je le sais parce que le lundi suivant, Connie Croft m'a appelé, non pas pour poser des questions sur l'argent, non pas pour poser des questions sur la marge de crédit. Elle a appelé pour me demander si je me sentais bien. Gareth lui avait dit que j'étais un peu anxieuse dernièrement. Et Connie, avec cette voix mielleuse qu'elle utilise quand elle est condescendante mais veut pouvoir le nier de façon plausible, a suggéré que parfois, les femmes de mon âge traversent des changements hormonaux qui peuvent nous faire voir des choses qui n'existent pas. Elle a recommandé que je parle à mon médecin pour écarter des possibilités. Elle a dit écarter des possibilités comme si elle discutait d'un problème médical et non du fait que son fils avait falsifié ma signature sur un prêt de 82 000 $. Après avoir raccroché, je suis resté dans ma cuisine pendant un très long moment. Les œufs que je préparais ont brûlé. Je les ai jetés, j'ai lavé la poêle, je l'ai séché, je l'ai rangé, puis je l'ai ressorti et je l'ai relavé parce que j'avais besoin de faire quelque chose avec mes mains. Pendant 3 jours, je les ai presque crus.
Tous les deux. Gareth avec ses explications calmes. Connie avec sa douce inquiétude. Peut-être que j'étais anxieuse. Peut-être que je lisais mal la signature. Peut-être que les affaires fonctionnent vraiment comme ça et que je ne comprenais tout simplement pas parce que je suis analyste des réclamations d'assurance, pas conseillère financière. Ruthie Angström, ma collègue, mon amie, la femme qui est assise dans le box à côté du mien et qui m'a entendu soupirer 11 000 fois au cours des 6 dernières années. Ruthie a remarqué. Elle a remarqué parce que j'ai arrêté de déjeuner. J'ai arrêté de parler pendant notre pause café de l'après-midi. Je restais juste assise là à fixer mon écran, ouvrant cette application de surveillance de crédit toutes les 20 minutes. Elle s'est assise à côté de moi un après-midi et m'a dit que quoi qu'il se passe, c'était réel et que je ne l'inventais pas. Ruthie le savait parce qu'il y a 3 ans, l'ex-mari de Ruthie avait ouvert 4 cartes de crédit à son nom et accumulé 31 000 $ de dettes avant qu'elle ne le surprenne. Ruthie a passé 8 mois à démêler sa propre identité financière. Elle a reconnu l'expression sur mon visage parce qu'elle l'avait vue dans le miroir. Prends un avocat, a-t-elle dit, avant qu'il ne déplace quoi que ce soit d'autre. Le bureau de l'avocate était au 2e étage d'un immeuble sur West Riverside au-dessus d'une sandwicherie qui sentait les cornichons et le roast beef. La salle d'attente avait un aquarium avec un seul poisson rouge qui avait l'air déprimé et une pile de magazines de 2019. Je me suis assise là à feuilleter un magazine People qui avait une histoire de couverture sur le divorce d'une célébrité qui s'était déjà réconciliée, redivorcée et avait lancé 2 podcasts depuis l'impression du numéro. Son nom était Barb Linkist, la cinquantaine, cheveux courts et gris, lunettes de lecture sur une chaîne perlée, une poignée de main qui pourrait écraser une noix. Je l'ai tout de suite aimé. J'ai tout étalé sur son bureau. Le relevé de la marge de crédit, la demande avec la signature falsifiée, le contrat de location co-signé, l'alerte de surveillance de crédit, les relevés bancaires du compte caché de la Columbia Credit Union que j'avais obtenu en utilisant une réinitialisation de mot de passe. La question de sécurité de Gareth était, quel était le nom de votre premier animal de compagnie? Et la réponse était Biscuit parce qu'il avait mentionné ce chien dans chaque histoire familiale depuis 19 ans. Pas vraiment Fort Knox. Barb a regardé les documents pendant 12 minutes. J'ai compté parce que l'horloge sur son mur était l'une de ces vieilles horloges en laiton avec un tic-tac fort et il n'y avait rien d'autre à faire que de l'écouter. Puis elle a enlevé ses lunettes. Votre mari a falsifié votre signature sur une demande de prêt garanti. Ce n'est pas une zone grise. C'est de la contrefaçon. Elle a laissé le mot flotter pendant une seconde. Dans l'État de Washington, c'est un crime de classe C. Je ne m'attendais pas au mot crime. Je m'attendais à problème ou question ou complication. Crime est un mot d'un vocabulaire différent. Le vocabulaire des gens dont la vie a dérapé d'une manière que l'on voit aux nouvelles et dont on se dit que cela ne m'arriverait jamais. Barb m'a expliqué que le prêt avait été exécuté avec une signature frauduleuse, ce qui signifiait que je pouvais contester sa validité. Elle a dit que cela ne ferait pas disparaître la dette du jour au lendemain. La coopérative de crédit allait se battre. Mais cela me donnait un avantage significatif, surtout dans une procédure de divorce. Voilà. Le divorce prononcé à voix haute dans un bureau qui sentait les cornichons par une femme avec un aquarium et une horloge en laiton. J'ai demandé à Barb ce que je devais faire. Elle m'a donné une liste. Copie certifiée de la demande de marge de crédit hypothécaire, 6 mois de relevé bancaire du compte banné et du compte caché de la Columbia Credit Union, nos documents hypothécaires, les déclarations de revenus des 3 dernières années, le contrat de location d'équipement. Mes fiches de paie et celles de Gareth, ou au moins ses formulaires W2 si je pouvais les trouver. J'ai passé la semaine suivante à rassembler des documents comme une femme possédée. J'ai fait des copies de tout. Je les ai numérisés sur l'imprimante au travail pendant ma pause déjeuner. J'ai remis les originaux exactement là où je les avais trouvés parce que Ruthie m'avait dit que c'était ce qu'elle aurait aimé faire. Ne lui donnez pas l'éveil. Pas encore. Obtenez tout d'abord, puis agissez. Et puis, oh, c'est la partie qui me donne envie de ramper à l'intérieur de moi-même, j'ai trouvé autre chose. Dans le bureau de Gareth dans le garage, sous la boîte à pêche, dans un dossier étiqueté assurance automobile, parce que bien sûr, il l'étiquetterait avec quelque chose d'assez ennuyeux pour que personne ne l'ouvre jamais. Son formulaire W2 de l'année précédente, salaire brut, 61 847 $, et en dessous, une impression d'une feuille de calcul. Pas une feuille de calcul professionnelle, un document Excel maladroit, le genre avec des largeurs de colonnes par défaut et sans formatage.
C'était un budget, son budget pour le ménage. Et dans la colonne des revenus où il listait sa contribution, le chiffre était de 18 500 $. Il montrait ce faux budget à sa mère depuis des années. C'est ainsi que Connie savait qu'il gagnait un salaire à 6 chiffres. C'est pourquoi elle le traitait comme le généreux pourvoyeur et ma famille comme des cas de charité. Il l'avait fabriqué sur une feuille de calcul qui avait encore l'onglet feuille 1 par défaut en bas. Maître criminel. J'en ai fait une copie. Je l'ai remis à sa place. Vous vous souvenez de ce marque-place dont j'ai parlé au début? Celui qui est froissé sur ma table de chevet? Nous nous en approchons, mais nous n'y sommes pas encore. J'avais tout ce dont j'avais besoin. Barbe avait des copies. Ruti avait des copies. J'avais des copies dans une enveloppe ignifuge dans le coffre de ma voiture. Mon plan était simple. Traverser ma fête d'anniversaire parce que 62 personnes étaient déjà invitées, et mes parents conduisaient déjà 3 heures depuis Cœur d'Haleine, demander le divorce lundi matin et laisser le système judiciaire s'occuper du reste. Propre, calme, pas de drame, pas de scène. Et c'était le plan. Attendez une seconde. Si vous êtes encore là, j'ai besoin que vous sachiez à quel point cela compte pour moi. Quelqu'un sur ma dernière histoire regardait depuis une cuisine à Adélaïde à 2:00 du matin. Alors, abonnez-vous si ce n'est pas fait et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est. Je lis tout le monde. D'accord, retour à ce désastre. 10 jours avant mon anniversaire, j'ai fait une erreur. Nous avons un iPad. Un de ces vieux modèles, le genre qui est trop lent pour être mis à jour, mais trop cher pour être jeté. Alors il reste juste sur le comptoir de la cuisine et sert de porte-recette à 400 $. Gareth et moi le partageons. Même identifiant Apple, navigateur synchronisé, onglet synchronisé. Je le sais. Je le sais depuis le jour où nous l'avons acheté. J'ai littéralement rappelé ce fait à Gareth quand il a laissé un brouillon de football fantastique ouvert sur l'écran pendant le dîner de Thanksgiving. Et pourtant, mardi soir, 11:47 du soir, j'étais assise dans le parking du Walmart sur North Division parce que je ne voulais pas que la recherche apparaisse dans l'historique du Wi-Fi de notre maison, ce qui est un niveau de paranoïa que j'avais atteint et dont je ne suis pas fier. Et j'ai cherché avocat spécialisé en divorce Spokane, consultation gratuite sur mon téléphone, j'ai trouvé le cabinet de Barbe, j'ai parcouru son site web, j'ai lu les témoignages de ses clients, puis je suis rentré à la maison, j'ai mis mon téléphone sur le chargeur, je me suis endormi. Le lendemain matin, j'ai pris l'iPad pour vérifier la météo, et il était là. L'onglet du navigateur de mon téléphone synchronisé via iCloud, grand ouvert sur l'iPad partagé. Droit de la famille Linkist, Spokane, Washington. Divorce, protection des actifs, garde. Je l'ai fermé si vite que j'ai failli fissurer l'écran. Mais Gareth était déjà parti au travail 40 minutes plus tôt. Il vérifiait toujours la météo sur cet iPad pendant que son café passait. Chaque matin, sans exception. Cet homme est une créature d'habitude. Même tasse, même endroit sur le comptoir, même défilement de 2 minutes à travers la météo et les scores sportifs. Il l'a vu. Je savais qu'il l'avait vu. Et je savais qu'il l'avait vu à cause de ce qui s'est passé ensuite. Ce soir-là, Gareth est rentré à la maison avec des fleurs, des tulipes, de couleur pêche, dans un vase en verre de chez le fleuriste de South Perry. Pas le bouquet d'épicerie à 7,99 $ qu'un mari normal attrape sur le chemin du retour quand il se souvient qu'il a des ennuis. C'était de vraies fleurs professionnelles arrangées, le genre qui vient avec ce petit sachet de nourriture pour planter une carte qui dit quelque chose comme juste pour le plaisir. Gareth Croft ne m'avait pas acheté de fleurs depuis 3 ans. La dernière fois, c'était après qu'il ait oublié mon anniversaire, mon 42e. Et les fleurs étaient arrivées avec 2 jours de retard avec une carte qui disait joyeux anniversaire de mariage parce qu'il avait apparemment paniqué et attrapé la première carte qu'il avait vue chez Ross. Alors quand cet homme franchit la porte en tenant des tulipes couleur pêche dans un vase en verre avec un ruban, ma première pensée n'a pas été « oh comme c'est gentil ». Ma première pensée a été qu'un homme qui n'a pas acheté de fleurs depuis 3 ans se pointe soudainement avec des tulipes arrangées. Ce n'est pas du romantisme. C'est de la gestion de preuve. Les 3 jours suivants ont été les plus étranges de mon mariage. Gareth était gentil, agressivement gentil. Il a rempli le lave-vaisselle sans qu'on le lui demande, et a tout mis dans les bons emplacements, ce qui était véritablement sans précédent. Il a suggéré que nous allions dîner chez Clinquerdagay,
qui est notre restaurant pour les grandes occasions où nous n'étions pas allés depuis ma promotion il y a 2 ans. Au dessert, il a commandé pour moi une tarte au chocolat sans me demander. Il a mentionné qu'il avait parlé à Jolene et à sa mère pour s'assurer que mes parents se sentent vraiment les bienvenus à la fête. Cette phrase aurait dû être réconfortante. Au lieu de cela, elle m'a donné l'impression de regarder quelqu'un poser un piège tout en racontant le manuel d'instruction. J'ai appelé Ruti depuis le parking du travail le lendemain. Je lui ai parlé des fleurs, du dîner, du lave-vaisselle. Ruti est restée silencieuse pendant une seconde et a ensuite dit, « Le lave-vaisselle correctement ? C'est pire que les fleurs. » Elle avait raison. Quand son ex avait commencé à être gentil, c'était parce qu'il avait transféré 14 000 $ sur le compte de son frère et avait besoin de 2 semaines de bonne volonté avant qu'elle ne le remarque. La phase de gentillesse n'est pas de l'amour. C'est une zone tampon. Je lui ai dit que Gareth avait vu l'onglet du navigateur, qu'il savait que j'avais cherché des avocats spécialisés en divorce. Ruti a dit qu'il était en train de construire une histoire, que quand cela irait au tribunal, il voudrait dire qu'il était le mari aimant et que j'avais juste craqué. Elle m'a dit de déplacer mes copies de documents quelque part où il ne pourrait pas les toucher. Cet après-midi-là pendant ma pause déjeuner, j'ai conduit jusqu'à l'appartement de Ruti dans le quartier de Browness Addition et j'ai mis l'enveloppe inifuge dans le placard de son couloir derrière une boîte de décoration de Noël et les vieilles chaussures de bowling de son ex-mari qu'elle avait gardées parce qu'elles étaient les seules chaussures confortables de la maison et qu'il ne méritait pas le confort. J'avais tout sauvegardé. Barb avait un jeu complet. Ruti avait un jeu complet. J'avais des numérisations numériques sur une clé USB dans mon bureau au travail. Gareth pouvait brûler la maison et les preuves survivraient. Mais voici la chose. Personne ne vous parle de la période entre la décision de partir et le départ réel. Ce n'est pas dramatique. Ce n'est pas un montage de film. C'est manger un dîner en face d'un homme qui a falsifié votre signature et faire semblant que le poulet est un peu sec. Quand ce que vous voulez vraiment dire, c'est que tu as volé 82 000 $ et je le sais. Et tu sais que je le sais. Et nous sommes tous les deux assis ici à manger du poulet comme des psychopathes. 2 jours avant la fête, Jolene m'a envoyé un texto. Le texto disait, « J'ai hâte d'être à ton anniversaire. Nous avons prévu la meilleure surprise pour le plan de table. Ce sera tellement spécial. » 5 points d'exclamation et 2 émojis confetti. D'après mon expérience, tout ce qui est décrit avec 5 points d'exclamation est soit véritablement excitant, soit profondément terrible. Et il n'y a pas de juste milieu. J'ai montré le texto à Ruti. Elle l'a lu, a levé les yeux vers moi et a dit, « Rien de ce que cette femme planifie n'est gentil. C'est juste parfumé. » Je suis rentré chez moi ce soir-là, je me suis assise sur le bord du lit et j'ai eu ce que je ne peux décrire que comme une crise de conviction. Pas à propos du divorce, cela était décidé, mais à propos de la fête. J'ai failli l'annuler. J'ai failli appeler chacune de ces 62 personnes et dire que j'avais la grippe. J'ai failli conduire jusqu'à Cœur d'Haleine et passer mon 45e anniversaire à manger la soupe aux pommes de terre de ma mère dans la cuisine de mes parents, où personne n'avait jamais rien falsifié, à part la tentative de mon père de faire du pain maison lors de ce fameux Thanksgiving. Et honnêtement, c'était un crime contre la farine, mais pas un crime fédéral. J'ai besoin d'une seconde. Cette partie est celle qui m'atteint encore. Pas l'argent, pas même la signature. La partie où je l'ai presque cru, où j'ai presque laissé l'astuce des fleurs, du dîner et du lave-vaisselle fonctionner, où j'ai presque décidé que peut-être qu'être marié à un homme qui m'avait volé était plus facile que d'être seul à 45 ans. Je suis allé à la fête. Je vais ralentir ici parce que je veux que vous voyiez cela exactement comme je l'ai vu quand j'ai franchi ces portes. Samedi 14 juin, la salle de réception Ridgeline au Harlow Grill, dans le quartier sud de Spokane. J'avais loué cette salle spécifiquement parce qu'elle avait 2 longues tables qui pouvaient asseoir 30 personnes chacune, plus 4 tables rondes pour le surplus. J'avais travaillé sur le plan de table moi-même, moi et un morceau de papier millimétré et un porte-mine, comme une sorte d'organisatrice de mariage qui aurait perdu son budget, mais pas la tête. La table d'honneur, la longue table près des fenêtres, était pour 10 personnes. Moi, Gareth, mes parents, mon ami Ruti, l'accompagnateur de Ruti, 2 amis du travail et leur mari. J'avais placé la famille Croft à la 2e longue table. Tout aussi belle, tout aussi près de l'avant. Personne n'était à l'arrière. Personne n'était ignoré. Je ne suis pas un monstre.
Je voulais juste mes parents à côté de moi pour mon propre anniversaire. Mes parents ont conduit 3 heures depuis Cœur d'Haleine. Papa dans son beau pantalon kaki, celui que maman avait repassé ce matin-là. Maman dans une robe bleue qu'elle gardait pour une occasion spéciale. Elle m'a dit plus tard qu'elle l'avait achetée chez Gilles C. Penney il y a 4 mois et l'avait cachée au fond de son placard pour ne pas la porter trop tôt. Ma mère cache des robes à elle-même. C'est le genre de femme que Jolene Decker a qualifié de pitoyable. Nous sommes arrivés à 5:40, 20 minutes avant que les invités ne soient censés commencer à se présenter. Je voulais vérifier la salle, m'assurer que les fleurs étaient bien, m'assurer que le gâteau était en place. Un gâteau en plaque d'une boulangerie sur East Sprague. Rien d'extravagant. Vanille avec crème au beurre et joyeux 45e Tegan en écriture lavande. J'ai poussé les portes de la salle de réception. La table d'honneur, ma table, celle près des fenêtres, avait été complètement réorganisée. De nouveaux marque-places, du papier cartonné ivoire avec une écriture cursive dorée. Chacun d'eux portait le nom de Croft. Connie Croft, Jolene Decker, Wade Decker, l'oncle de Garrett, Rich, la tante Beverly, 2 cousins que je vois une fois par an tout au plus, et Garrett au centre. 8 sièges, 8 Croft. Mon marque-place avait disparu, les cartes de mes parents avaient disparu, la carte de Ruthie avait disparu. Mes parents se tenaient près du bar, leur manteau encore sur eux, regardant autour avec cette confusion silencieuse de 2 personnes qui ne veulent pas faire d'histoire. Papa avait sa canne en bouleau dans une main et un programme de l'événement, un petit menu que j'avais fait imprimer, dans l'autre. Il le lisait attentivement, comme si le menu pouvait expliquer pourquoi il n'y avait nulle part où s'asseoir pour lui. Maman m'a vu et a souri. Ce sourire, celui qui dit « Tout va bien chérie, ne t'inquiète pas pour nous ». Le sourire qu'elle utilise depuis toute sa vie. Chaque fois que quelqu'un la traitait comme si elle était inférieure. J'ai vu ce sourire lors de dîners de famille, dans des magasins où les commis l'ignoraient, à ma propre réception de mariage quand Connie l'a présenté à quelqu'un comme la mère de la femme de Garrett au lieu de son nom. Jolene était déjà assise à la table d'honneur, ajustant un centre de table comme si la pièce lui appartenait. Elle a vu mes parents debout là et s'est tournée vers Connie et je l'ai entendu. Pas chuchoté, pas silencieux, pas subtil. Elle a dit, ils ont l'air si pitoyables. Je savais qu'ils étaient pauvres. Connie a serré les lèvres, pas par désapprobation, en accord. Et Garrett, mon mari, l'homme avec qui j'étais marié depuis 19 ans, l'homme dont j'avais comparé la signature à mon propre nom falsifié pendant 6 semaines. Garrett se tenait près de la table d'honneur avec un verre de quelque chose d'ambré. Et il a ri. Pas un grand rire, un rire court. Le genre qui dit, je l'ai entendu. Je suis d'accord et je m'en fiche. Ma mère l'a entendu aussi. Je le sais parce que j'ai vu sa main se resserrer autour de la lanière de son sac à main. Elle n'a rien dit. Elle ne le fait jamais. Elle a juste tenu son sac à main un peu plus fort et a fait un petit pas en arrière comme si elle essayait de prendre moins de place. Quelque chose s'est brisé en moi. Pas fêlé, pas plié. Brisé comme un os. Net. Définitif. Je n'avais pas prévu ce qui s'est passé ensuite. Je veux que vous compreniez que le plan était lundi matin, le bureau de Barbe, des documents légaux, calme, adulte responsable. C'était le plan. Le plan a duré exactement jusqu'à ce que je voie ma mère de 68 ans essayer de se faire plus petite dans une pièce que j'avais payée. Il y avait une table de disque jockey dans le coin, une petite installation avec un microphone, un ordinateur portable et 2 haut-parleurs. Le disque jockey n'était pas encore arrivé. Il n'était attendu qu'à 6.00. Alors, le micro était juste là sur son pied, allumé, branché, connecté au haut-parleur de la salle. J'ai traversé la pièce. J'ai pris le microphone. J'ai tapoté dessus une fois. Le bruit sourd a résonné dans les haut-parleurs et toutes les conversations dans la pièce se sont arrêtées. 62 personnes, certaines arrivant encore, d'autres déjà assises, toutes me regardant. Bonjour à tous. Ma voix était ferme. J'en ai été surprise. Merci à tous d'être venus à mon anniversaire. Avant de commencer, je dois clarifier quelque chose. Le visage de Garrett a changé. J'ai regardé cela se produire en temps réel. La confusion, puis la reconnaissance, puis le début de la panique. Il a posé son verre. J'ai payé pour cette fête. Chaque centime,
$4200 sortis de mon compte d'épargne personnelle à la banque Banet. Je mentionne cela parce que ma belle-sœur vient de décrire mes parents comme pitoyables et pauvres. Et je pense qu'il y a eu une certaine confusion sur qui dans cette pièce a réellement de l'argent et qui n'en a pas. La bouche de Jolene s'est ouverte. Rien n'en est sorti. Mon mari gagne 61 800 $ par an. Pas 100 000 $. Pas un salaire à 6 chiffres avec les primes. 61 800, j'ai vu son formulaire W2. J'ai aussi vu la fausse feuille de calcul qu'il montre à sa mère depuis des années. Celle avec l'onglet feuille 1 toujours en bas où il a indiqué son revenu comme étant de 18 500 $. La tête de Connie s'est tournée vers Gareth si vite que j'ai cru qu'elle allait se froisser un muscle. Il y a 22 mois, Gareth a ouvert une marge de crédit hypothécaire sur notre maison pour 82 000 $. Il a falsifié ma signature sur la demande. Je ne le savais pas. Je n'y ai pas consenti. La totalité du montant est allée financer le restaurant de Wade Decker, le Relier Grill, qui a fermé après 14 mois. J'ai regardé Wade. Wade regardait la nappe comme si elle contenait les secrets de l'univers. Gareth a également co-signé un contrat de location d'équipement de 15 400 $ pour ce même restaurant. Exposition totale sur notre maison, 97 400 $. 2 paiements ont été manqués. Ma cote de crédit a chuté de 47 points le mois dernier. La pièce était silencieuse de la manière dont une pièce est silencieuse quand 62 personnes retiennent toutes leur souffle en même temps. Alors, quand quelqu'un à cette table traite mes parents de pauvres, mes parents qui n'ont jamais emprunté un sou à personne, qui ont payé leur maison en 23 ans, dont la fille a payé pour cette fête. Je veux que ce soit très clair que la seule raison pour laquelle cette famille a un problème de dette est parce que mon mari a secrètement contracté un prêt pour financer le restaurant en faillite du mari de sa sœur. Et personne ne me l'a dit. Gareth s'est avancé vers moi. Tegan, tu fais une crise. J'ai un moment de clarté. Il a réessayé, m'appelant chérie, et me disant que ce n'était pas l'endroit. J'ai fouillé dans mon sac à main, le même sac à main que je portais depuis 3 semaines avec des copies de tout, parce qu'après l'incident de l'iPad, je n'allais nulle part sans elle, et j'ai sorti la demande de marge de crédit. Je l'ai apportée à Connie et je l'ai posée sur la table devant elle. C'est la signature de votre fils et la mienne, sauf que la mienne n'est pas la mienne. Regardez le thé. Je boucle mes thés. Je l'ai toujours fait. Connie a regardé le papier. Puis elle a regardé Gareth, et pour la première fois en 19 ans, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu sur le visage de Connie Croft dirigé vers son fils. Pas de la confusion, pas de l'inquiétude. De la fureur. Elle a dit à Gareth d'une voix basse et plate qu'il lui avait dit qu'il gagnait 100 000 $, qu'il lui avait dit que ma famille lui coûtait de l'argent, qu'il avait dit que j'étais celle qui avait des problèmes de dépenses. Le visage de Gareth est devenu blanc. Pas rose, pas rouge, blanc. Parce que la chose quand on construit un château de mensonges, c'est qu'on ne peut pas choisir quel mur tombe en premier, et quand l'un s'effondre, ils s'effondrent tous. Jolene s'est levée et a commencé à crier comment Gareth lui avait dit que l'argent du restaurant provenait d'un prêt commercial à son nom à lui seul. Connie l'a coupé. Il a utilisé la maison, Jolene. Leur maison. Et c'est exactement à ce moment-là que toute l'invention de Gareth Croft s'est effondrée. Pas à cause de moi, pas à cause d'un plan quelconque. Parce que chaque mensonge qu'il avait raconté à chaque personne dans cette pièce était différent. Et maintenant, tous ces mensonges étaient dans la même pièce en même temps, et ils ne pouvaient pas survivre les uns aux autres. Il avait raconté une histoire à sa mère. Il en avait raconté une autre à Jolene. Il m'en avait raconté une troisième, et aucune d'entre elles ne pouvait coexister. Connie était furieuse contre Gareth pour avoir menti sur ses revenus. Jolene était furieuse contre Gareth parce qu'elle ne savait pas que l'argent du restaurant était une marge de crédit sur une maison. Elle pensait que c'était les économies personnelles de Gareth, qu'elle pensait qu'il avait parce qu'elle croyait au mensonge du salaire à 6 chiffres. Wade fixait le plafond. L'oncle riche mettait tranquillement sa veste. Et Gareth se tenait au milieu de sa propre famille, regardant 19 ans de fiction soigneusement construite prendre feu. Il ne l'a pas nié. Il ne le pouvait pas. Les documents étaient posés sur la table. J'ai ramassé l'un des marque-places en ivoire de la table d'honneur. Famille Croft en cursive dorée. Je l'ai froissé dans mon poing. L'or s'est écaillé sur mes doigts. Je demande le divorce lundi. Joyeux anniversaire à moi. Je me suis dirigé vers mes parents.
Maman pleurait doucement comme elle le fait, une main sur la bouche. Papa m'a tendu sa canne en bouleau pour pouvoir utiliser ses 2 bras pour me serrer dans les siens. Il avait sculpté cette canne lui-même, et c'était la chose la plus solide de la pièce. Nous sommes partis. J'ai tenu la porte pour eux. Ma mère est passée en premier. Mon père a suivi, boitant légèrement, digne dans son beau pantalon kaki. Je suis passé la dernière. Derrière moi, je pouvais entendre les Croft, ne me parlant pas, se parlant entre eux. La voix de Jolene aiguë et tranchante, hurlant sur Garrett pour lui avoir dit que c'était ses économies. La voix de Connie basse et mortelle, répétant 61 000 $ comme si c'était un gros mot. Et la voix de Garrett, faible, petite, réduite, ne disant rien que quiconque puisse entendre. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai conduit mes parents à leur motel, un Best Western sur North Division que maman avait réservé parce qu'elle ne voulait pas s'imposer en restant chez nous. Je vais laisser cette phrase reposer là parce que je pense qu'elle dit tout sur Diane Nova que les mots ne peuvent pas dire. Papa s'est endormi sur la banquette arrière avant que nous n'atteignions l'autoroute. Maman était assise à l'avant, tenant son sac à main à 2 mains, regardant droit devant elle. Elle n'a pas posé de questions. Elle n'a pas dit, je te l'avais bien dit. Et elle en aurait eu tout le droit. Elle est juste restée assise là à être ma mère, ce qui est le maximum que quiconque ait jamais fait pour moi. Au motel, elle a fait du thé, pas du thé de luxe. Du Lipton d'une boîte qu'elle avait emballée dans son sac de voyage parce que le thé de motel a toujours le goût de poussière. Elle a posé une tasse devant moi sur la petite table près de la fenêtre. Papa ronflait déjà sur le lit avec ses chaussures encore aux pieds. La canne en bouleau appuyée contre la table de chevet. Nous étions assises là, moi et ma mère, buvant du thé Lipton dans des tasses de motel qui disaient Best Western d'un côté et avaient un éclat sur la poignée. Tu sais quoi, maman? Quoi, mon bébé? Je pense que je vais m'en sortir. Elle a tendu le bras par-dessus la table et a posé sa main sur la mienne. Ses doigts étaient chauds à cause de la tasse. Elle n'a rien dit d'autre. Elle n'en avait pas besoin. Ma mère n'a jamais, pas une seule fois dans sa vie, eu besoin de plus de 2 phrases pour dire exactement la bonne chose. Par la fenêtre, le parking était presque vide. Un camion s'est garé, les phares balayant le mur. Quelque part au bout du couloir, quelqu'un regardait un jeu télévisé avec le volume de la télévision trop fort. Le thé n'était pas bon, mais il était chaud. Et ma mère l'avait fait, et mon père ronflait à 1 mètre de là. Et personne dans cette pièce n'avait jamais falsifié mon nom ni menti sur ma valeur ni ne m'avait fait sentir que je devais me faire plus petite. Ce marque-place est toujours sur ma table de chevet. L'or continue de s'écailler. Je ne l'ai pas jeté, mais ces jours-ci, quand je le regarde, il ne pique pas. Il me rappelle juste ce que je vaux. Pour la première fois depuis je ne sais combien de temps, ma mâchoire n'était pas serrée. Merci d'être resté avec moi tout au long de cette histoire. Je le pense vraiment. Chacun d'entre vous, si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, il y en a une autre qui vous attend en ce moment même, juste sur votre écran. Cliquez dessus. Je serai là.